paysage de mémoire. Les paysages, d'un côté, c'est quand on regarde un paysage. Alors déjà, quand on regarde un paysage, c'est que on va regarder une représentation qu'on identifie comme paysage. Ça veut dire que c'est pas parce que on va porter notre regard vers l'extérieur, quelque chose qu'on va pouvoir aussi identifier comme nature, que ce sera nécessairement un paysage. Les paysages, on l'identifie comme paysage. Et si on l'identifie comme paysage, ça veut dire que on va y reconnaître un certain nombre d'éléments, de signes, qui, d'une certaine manière, sont déjà ancrés dans notre culture et dont on a déjà intériorisé comme une image mentale. On peut prendre l'exemple d'Auschwitz, ou même du camp de concentration. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit un paysage concentrationnaire? On va voir des fils barbelés. Les fils barbelés sont déjà dans notre culture et on voit que c'est une culture qui est éminemment moderne, même contemporaine, et qu'il y a même en 1950 ou a fortiori en 1930, alors que les camps de concentration existaient déjà historiquement, on les aurait pas reconnus comme tels. Donc là, on peut prendre même les âmes les plus jeunes et sensibles, que ce seraient des élèves qui vont dans un lieu concentrationnaire. Eh bien, ils ont déjà en tête qu'il y a les miradors, il y a les barbelés, et qu'à Auschwitz, il y a ce fameux portail en fer forgé avec Arbeit-Marfrei, etc. Donc, quand on voit un paysage, et là, je parlais déjà un peu trop de mémoire, quand on voit un paysage, on voit déjà, on l'identifie comme paysage, comme une représentation paysagère. C'est parce qu'il y a toute une histoire culturelle qui nous le fait comprendre, prendre avec nous, prendre avec notre regard, comme une construction qui a commencé historiquement, bon, on peut dire à la fin du Moyen-Âge, ou plutôt avec la Renaissance, en s'emparant d'un certain nombre d'entités, d'un certain nombre de thèmes, comme les ruines qu'on verra, et qui de siècle en siècle, la culture elle-même se construisant et s'ajustant aussi au temps que l'on vit, ou dans lequel on vit, eh bien, a fini par former cette entité qui représente un paysage, cette représentation qui n'est pas une représentation de la nature, justement, mais qui est une représentation déjà extrêmement construite. On peut tenir sensiblement le même... en parallèle, avant de les faire se rencontrer, le même raisonnement sur la mémoire. La mémoire dans laquelle on vit, on peut dire culturellement, le régime mémoriel à partir duquel on va percevoir des événements du passé, bien, correspond à une démarche généralement nourrie de valeurs morales, extrêmement construite, quelquefois construite de façon un petit peu injonctive, puisque le fameux lieu commun du devoir de mémoire, qui est à la fois critiqué mais en même temps employé, vient donner comme une espèce de repère ou de prisme à travers lequel on va regarder le passé et on va regarder, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'acteurs du passé de façon plus définie que d'autres. Donc on a deux construits, pour aller assez vite, le paysage et la mémoire. Pardon. Et cette mémoire participe d'une démarche volontaire, d'une démarche qui est collective, prise en charge par des institutions, mais aussi par des acteurs, qui est volontaire. Donc paysage de mémoire, d'une certaine manière, c'est comme le redoublement de deux constructions. Et quand on va aller sur des sites mémoriels, eh bien on va à la fois avoir du paysage qu'on va reconnaître, à l'intérieur duquel viennent s'enchasser des signes mémoriels que l'on va eux-mêmes reconnaître, dont on a largement entendu parler à travers les médias, à travers quantité de vecteurs culturels. Pourtant, derrière le paysage, ou à côté du paysage, dans les hors-champs du paysage, pour reprendre un terme photographique ou cinématographique, eh bien, il y a du réel, il y a de la nature, mais pas que de la nature, il y a aussi du réel qui peut nous faire signe, et qui vient, et cette fois-ci, on refait le parallèle avec la mémoire, qui vient un petit peu comme pour la mémoire proustienne, qui vient involontairement, sans qu'on s'y attende, nous faire signe et nous surprendre. Et donc ça c'est toujours possible. On est exposé quand on regarde un paysage de mémoire à cette possibilité qui est des éléments qui viennent nous faire signe et qui ne sont pas prévus dans la construction.
Comme un souvenir peut, en trempant la madeleine dans une tasse de thé, faire revenir des images qu'on a intégrées mentalement, des odeurs de la même manière, etc. Donc le paysage de mémoire, eh bien on l'entend non simplement comme une construction qui viendrait se redoubler entre paysage et mémoire, mais plutôt même comme un dialogue entre cette construction et tous ces éléments imprévus qui peuvent nous surprendre ou qui sont cachés et qu'on n'arrive pas à voir. Donc quelque chose qui va échapper à la construction, échapper au paysage et à la mémoire, au sens volontaire du terme, et qui est enfoui, qui gît sous des feuilles, qui gît derrière un horizon, qui va venir nous surprendre. Et l'exposition, l'exposition vient porter un double regard qu'elle essaie sur quantité de lieux où précisément on va à la fois saisir tout ce qu'il peut y avoir de construit dans le paysage de mémoire, mais aussi tout ce qu'il peut y avoir de surprenant ou de non visible ou de traces effacées et qu'on ne pourra pas déchiffrer avec les outils qu'on a déjà intégrés dans notre culture.